Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. C'est un très grand bonheur pour moi d'être ici et de pouvoir, pendant 9 mois, montrer un film et essayer de dire un peu quel était le rapport que Serge Danet entretenait avec ce film. On parlera aussi tout à l'heure du film, on n'a pas forcément besoin de la médiation de Danet pour en parler, mais peut-être espérons que ça nous aide aussi à mieux voir le film. Alors, le film qu'on va voir, donc Playtime de Jacques Tati, un film de 1967, il a un statut, j'imagine que tout le monde est familier au moins du nom de Jacques Tati, il a un statut un peu différent dans l'itinéraire de Serge Danet, que c'est pas tout à fait la même chose pour lui que Rio Bravo. Rio Bravo était le premier film sur lequel Danet a écrit et aura toujours fait partie dans sa vie de ces quelques films qui résument son rapport au cinéma, et même, on a commencé à en parler il y a maintenant un mois, et même d'une certaine façon, une façon très particulière, film qui lui permet de se raconter, de raconter sa propre vie. Je ne reviens pas là-dessus. En tout cas, je ne vais pas y revenir à travers Rio Bravo. Playtime, c'est différent, parce que Playtime fait partie de ces films. C'est un aspect assez particulier que je trouve très intéressant de la cinéphilie de Serge Danet, mais aussi, on peut dire, de la cinéphilie et des cahiers du cinéma en général. C'est qu'il y a toujours des films qui servent de repères. C'est toujours des films, c'est d'ailleurs pas forcément les films qu'on trouve les plus beaux, mais c'est des films qui nous semblent, vers lesquels on se retourne toujours, parce qu'ils nous semblent incarner un moment du cinéma, un type de cinéma. Et là, je dirais, un certain type d'ambition au sein du cinéma français, une ambition à la fois esthétique et populaire, dont Danet considérait que, en fait, elle n'avait d'une certaine façon existé vraiment que dans Playtime, qui a été un échec, et donc n'avait plus pu exister après. Tout à l'heure, on n'entendra pas ce soir la voix de Serge Danet, mais je vous lirai quelques extraits de textes. Il y a 2 textes qui Danet a écrit à 2 reprises sur Tati. À chaque fois, d'ailleurs, c'est sur Tati et pas sur Playtime en particulier. Mais il est à chaque fois question de Playtime, et je dirais à chaque fois question de Playtime surtout. D'abord en 1979, car Playtime ressort en 1979, et les cahiers du cinéma lui consacrent alors la couverture, en précisant que pour eux, c'est sans doute l'un des événements cinématographiques de l'année. Il y a 2 entretiens avec Tati, l'un sur le son, qui est évidemment capital chez Tati, et l'autre plus général, et il y a 4-5 textes, dont un qui s'appelle « Éloge de Tati » par Danet, qui sera ultérieurement repris dans son premier recueil de textes qui s'appelle « La Rampe ». Et puis, quelques années plus tard, en octobre 1983, Jacques Tati meurt, et Danet lui consacre un article, disons, de type nécrologique, sous le titre un peu attendu de Tati, chef, puisque vous savez que le vrai nom de Jacques Tati était Tati Chef. Voilà. Je vous lirai des passages de ces 2 textes, et puis je vous lirai aussi, ou plutôt on vous montrera avec Jean-Paul quelque chose qui, je trouve, en tout cas pour moi, est assez précieux. Le film sort en France en décembre 1967, donc Serge Danet est très jeune, il a 23 ans. Les cahiers du cinéma vont consacrer un très grand ensemble au film dans leur numéro de mars 68. Danet n'y est pas associé, sans doute parce qu'il n'est pas encore assez bien installé dans la rédaction. Mais dès cette époque, et c'est quelque chose qui fera toute sa vie, il tient une sorte de journal, de carnet. Et dans ce carnet, d'une part, il prend des notes sur Playtime, qui est un film qui tout de suite le frappe énormément, des notes rédigées, et puis aussi il dessine, vous allez voir, avec des crayons de couleurs différents, il fait une espèce de truc qui tient à la fois du croquis et du texte, on vous le montrera. Donc voilà, ça fait trois occurrences. Mais je voulais vous lire juste quelque chose qui quand même me permet aussi de faire la continuité avec la première séance, qui est toujours cet étrange rapport, très théorique, très critique, mais aussi très biographique au cinéma qu'avait Danet. Le début d'Éloge de Tati, donc article publié en 1979, commence comme ça. Chaque film de Tati marque à la fois A, un moment dans l'œuvre de Jacques Tati, B, un moment dans l'histoire du cinéma et de la société française, C, un moment dans l'histoire du cinéma. Depuis 1948, les 6 films qu'il a réalisés,
D'ailleurs, il n'en réalisera que 6, c'est évidemment très peu, sont ceux qui scandent le mieux notre histoire. Tati n'est pas seulement un cinéaste rare, auteur de peu de films, d'ailleurs tous bons, il est vivant, un point de repère. Nous appartenons tous à une période, en italique, du cinéma de Tati. L'auteur de ces lignes appartient à celle qui va de Mon oncle, 1958, un an avant la Nouvelle Vague, à Playtime, 1967, un an avant les événements de mai 68. Il n'y a guère que Chaplin qui, à partir du parlant, ait eu ce privilège, cette souveraineté, être présent même quand il ne filmait pas, et quand il filmait, être exactement à l'heure, c'est-à-dire juste un peu en avance. Tati, d'abord un témoin. Et 4 ans plus tard, à la mort de Tati, il redit la même chose, mais de façon plus... Cette fois, pas, la rime est quand même très intéressante parce que il redit la même chose, mais pas en début de texte, mais à la toute fin et de manière plus frontale. Hein. C'est plus un article pour les Cahiers du cinéma, c'est un article pour Libération. Chaque génération de petits Français depuis la guerre a grandi entre 2 métamorphoses de Tati. Au lieu de dire bêtement « je suis né telle année », on devrait dire « je suis né entre Jour de fête et Hulot, entre Hulot et mon oncle, entre mon oncle et Playtime, après Playtime ». Et il ajoute « lui, de toute façon, était seul ». Bon, eh bien, je vous souhaite un très bon film et à tout à l'heure. Il y a quand même une information absolument décisive que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure, ou de vous rappeler. J'ai honte. L'un des danseurs, peut-être vous le savez, l'un des danseurs dans la très longue scène de l'ouverture du Royal Garden n'est autre que Patrick Balkany. Ça change la vision du film quand même. Comme quoi il a fait des trucs bien dans sa vie quand même. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais lecture de... Et puis pour ceux qui ont mon âge ou un peu plus âgés, vous avez reconnu sans doute la caissière aussi du Royal Garden, qui n'est autre que Marie-Pierre Cazet. Marie-Pierre Cazet, c'est celle qui s'est rendue célèbre pour cette fameuse pub, je crois que c'était pour Please, où on la voyait traverser toute une table pour la cirer en terminant par « et c'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours ». Mais ça, je pense que toi, tu ne connais pas ça. Moi, ça a marqué mon enfance. Alors, revenons à Serge Danet, revenons à Jacques Tati, et peut-être quand même au cas où le nom de Danet ne serait pas familier à tout le monde, et que peut-être tout le monde n'était pas là non plus, ce qui est bien compréhensible à la première séance autour de Rio Bravo. Donc Serge Danet, c'est un grand, très grand critique de cinéma, né en 1944, mort en 1992, qui a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma entre 1974 et 1981, puis qui a quitté les Cahiers du cinéma au moment du lancement de ce qu'on a appelé l'IB2, qui coïncide presque jour pour jour avec l'élection de Mitterrand à la présidence de la République. Il va y créer un service cinéma qui va animer jusqu'en 87 et qui va coïncider pour lui à une sorte d'explosion, si je puis dire, parce qu'il l'a beaucoup raconté. Les Cahiers du cinéma, c'est un mensuel où... Bon, c'est un endroit un peu difficile où il écrivait peut-être 2-3 textes par mois, ce qui est bon, pas énorme. Et puis là, tout à coup, il se met à écrire beaucoup. Et il disait qu'il avait un grand arriéré d'écriture, disait-il. C'est-à-dire beaucoup de textes qui aient déjà été prêts dans sa tête et qu'il lui restait plus qu'à écrire. Donc, quand il passe à Libération, il se met à écrire quasiment tous les jours. Donc, c'est vraiment un changement de rythme considérable. Et puis, bon, c'est un quotidien. C'est un quotidien qui n'a pas d'histoire vraiment avec le cinéma, donc il peut écrire de manière beaucoup plus libre. Et puis ensuite, à partir de 87, bon, il arrête d'écrire sur les films qui sortent parce qu'il a l'impression que c'est de plus en plus difficile. Enfin bon, voilà, il se demande un peu à qui il s'adresse. Il se met à écrire sur la télévision, il continue à écrire sur le sport et il devient éditorialiste à part entière. C'est-à-dire qu'il écrit aussi sur la vie politique, l'actualité. Et puis, les dernières années de sa vie, j'avance un peu pour revenir quand même pour venir à Tati, il crée une revue, alors qu'il sait qu'il va mourir, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, il crée une revue qui s'appelle Trafic. Il est atteint du sida, il sait qu'il va mourir quelques mois plus tard, mais il disait que c'était le seul projet de sa vie, la seule décision de travail, disait-il, qui vraiment lui appartenait, et qui n'était pas quelque chose qu'on lui avait proposé, et il tenait à ce que cette revue existe, même si, encore une fois, il se savait mourant. Et donc,
Il verra, je crois, 2 numéros, il fera et participera au sommaire du 3e. Voilà, et c'est quelqu'un... personnellement, mais je ne suis pas le seul, c'est vraiment mon maître, mais c'est un critique plus qu'éminent, quoi. Voilà. Et moi, je travaille sur lui depuis longtemps. Et encore une fois, merci à Jean-Paul de cette invitation, parce que ça me permet de travailler en direct. Alors, je voudrais vous lire l'article que j'ai, pas en entier, mais l'article que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle « Éloge de Tati », et donc un article qui est suscité par la ressortie en 1979 du film qu'on vient de voir, Playtime. Et il est divisé en 5 points. Tout à l'heure, je vous ai lu le premier point, qui est très court, hein, quand il dit voilà, que chaque film de Tati marque un moment du cinéma et du cinéma français, quand il dit aussi qu'il est le seul, avec Chaplin, à avoir continué d'être là, même quand il ne filmait pas. Alors ça peut avoir l'air un peu énigmatique, mais j'y réfléchissais pendant le film. En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que son influence est telle qu'en fait, même quand un film de Tati ou des films de Tati ne sortaient pas, eh bien d'une certaine façon, la réalité ou le cinéma continuait à faire du Tati. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. C'est que c'est quelqu'un dont l'influence s'est diffusée même au-delà de ses propres films. Et je vais vous lire les points 4 et 5, qui, je crois, formulent vraiment ce qui est l'idée centrale de Danet sur Tati en général et sur Playtime en particulier. Et on en discutera, j'espère, mais moi, j'ai le sentiment aussi que cette idée, elle est... Parce que c'est pas toujours le cas et c'est pas forcément un critère absolu. Moi, je trouve qu'elle fonctionne vraiment très... Puisqu'il est en plus question de ça, particulièrement bien avec le film qu'on vient de voir. Enfin, moi, je trouve que la vision du film la corrobore. Tati ne condamne pas le monde moderne, entre parenthèses bâclage et gâchis, en prouvant que l'ancien, économie et chaleur humaine, est mieux. Sauf dans Mon oncle, qui est le film qui vient immédiatement, enfin si on peut dire immédiatement parce qu'il est 9 ans avant, enfin c'est quand même le film immédiatement antérieur dans la filmographie de Tati, 58. Sauf dans Mon oncle, aucun éloge de l'ancien chez lui. On peut même dire sans trop de paradoxe qu'il ne s'intéresse qu'à une chose, comment le monde se modernise. Et s'il y a une logique dans ces films, des chemins de campagne de jours de fête aux autoroutes de trafic, c'est le film qu'il va faire après. Alors c'est curieux parce que Playtime est vraiment un échec. Et on dit comme ça, on ne sait jamais ce que ça veut vraiment dire, mais que le film a ruiné Tati. Mais en fait, il va quand même faire 2 films juste après, ces 2 derniers films de manière assez rapprochée. Trafic et Parade. Parade, c'est... Bon, je l'ai pas vu d'ailleurs, Parade. Si je l'ai vu, mais il y a très longtemps, je suis pas sûr. Bref, s'il y a une logique dans ces films, des chemins de campagne de jours de fête aux autoroutes de trafic, c'est celle qui continue à mener les hommes irréversiblement des campagnes vers les villes. Il montre plutôt, d'accord en cela avec des descriptions récentes, entre parenthèses schizoanalytiques, bon là c'est une référence aux travaux de Deleuze dont on fête le centenaire en ce moment et de Guattari, il montre plutôt, d'accord en cela avec des descriptions récentes schizoanalytiques du capitalisme, que ce devenir média du corps humain, ça marche très bien, dans la mesure où ça ne fonctionne pas. Pas de catastrophe burlesque chez Tati, comme on peut en voir chez les Américains, The Party de Black Edwards. C'est intéressant, on peut penser à The Party, qui est un film quasi contemporain. Il faudra vérifier les dates de sortie, mais ça ne doit pas avoir plus d'1 an, à mon avis. 68, ouais. Et ce film-ci sort en décembre 67, donc c'est tout proche. Pas de catastrophe burlesque chez Tati, mais plutôt une fatalité de réussite qui évoque Keaton. Tout ce qui est entrepris, prévu, programmé, marche. Et si comique il y a, c'est justement dans le fait que ça marche, en italique. Quand on voit Playtime, donc c'est vraiment là pour nous que ça commence, enfin ça a déjà commencé, mais vraiment là, quand on voit Playtime, on a tendance à oublier que toutes les actions qui y sont entreprises sont raisonnablement couronnées de succès. Hulot finit par rencontrer l'homme au sparadrap sur le nez avec qui il avait rendez-vous. Il répare le lampadaire, se réconcilie avec le fabricant de portes silencieuses. Il réussit même à faire parvenir in extremis à la jeune américaine un pourtant dérisoire cadeau. De même, l'ouverture du Royal Garden est un succès. La grande majorité des clients dansent, dînent et paient. Rien ne rate vraiment dans Playtime, bien que rien ne marche. Alors moi, c'est un texte que j'aime beaucoup, je n'ai pas fini de le lire, parce que vous le voyez, c'est un texte qui est... son idée, elle est singulière, elle est paradoxale, mais c'est un texte dont l'écriture est...
que chez Danet, parfois c'est un peu virevoltant dans l'écriture et quasiment, d'une très grande simplicité. Bon. Et puis là, il avance un peu. Donc c'est le point numéro 5. Nous sommes tellement habitués par le cinéma à rire de l'échec, à jouir de la dérision, que nous finissons par croire que devant Playtime aussi, nous rions contre quelque chose alors qu'il n'en est rien. Car chez Tati, il n'y a pas de chute, en italique. Les gags sont toujours amputés de leur chute, du moment de leur éclat de rire, ou bien c'est le contraire, il y a bien une chute, mais nous n'avons pas vu le gag se mettre en place. Il ne s'agit pas d'une façon retorse et élégante de faire rire en jouant sur les ellipses, il s'agit de quelque chose de plus profond. Nous sommes dans un monde où moins ça marche, plus ça marche. Et là, tout ce que je vais vous lire là jusqu'à la fin de la phrase est en italique. Donc, dans un monde où une chute n'aurait plus l'effet de démystification et d'éveil qu'elle a là où l'échec est encore pensable. De même, l'autre sens du mot « chute ». Nous avons affaire à des corps qui ne sont pas rendus comiques par le fait qu'ils peuvent tomber. C'est le côté non-humaniste du cinéma de Tati. Dans le comique, depuis toujours, ce qui est humain, entre guillemets, c'est de rire de celui qui tombe. Le rire n'est le propre de l'homme, spectateur, que si la chute est le propre du corps humain, donné en spectacle. Chaplin est l'archétype de celui qui tombe, se relève et fait tomber. Le roi du croc-en-jambe. Chez Tati, on ne tombe presque jamais parce qu'il n'y a plus de propre de l'homme. C'est ce qu'il entend par non-humaniste. Alors là, Danet, quand il dit non-humaniste, c'est positif. Hein. Tout le monde ne l'entendrait pas comme ça. Lui, c'est une qualité, disons. Chez Tati, on ne tombe presque jamais parce qu'il n'y a plus de propre de l'homme, entre guillemets. L'un des plus beaux moments de Playtime est pour moi celui où une cliente du Royal Garden, ayant cru qu'un serveur lui présentait une chaise, va pour s'asseoir sans se retourner, c'est une snob, et s'écroule au ralenti. Gag très drôle, chute, entre guillemets, très belle, mais de quoi rit-on au juste? Et de quoi rit-on dans Parade, pendant le numéro où on demande aux spectateurs d'essayer de monter une mule intraitable, ou celui où les clowns ne cessent de tomber les uns sur les autres en trébuchant sur un cheval d'arçon. Tomber n'est ici qu'un mouvement du corps parmi d'autres. Cinéaste non-humaniste, on enfonce le clou, Tati est assez logiquement captivé par l'espèce humaine, cet animal dont Giraudoux disait à peu près qu'il se tenait debout, et là on ouvre les guillemets, qu'il se tenait debout, on ouvre les guillemets, pour prendre moins de pluie et accrocher plus de médailles sur sa poitrine. Ce qui est pour lui source de comique, c'est que ça, en italique, se tienne debout et que ça, en italique, marche, que ça, en italique, puisse marcher. Surprise infinie, spectacle inépuisable. À une dialectique du haut et du bas, de ce qui s'érige et de ce qui s'écroule, tradition carnavalesque, situation que Buñuel, là c'est bien foutu parce que Buñuel ce sera le mois prochain, situation que Buñuel a illustrée, de la caméra à hauteur d'insecte à Simon du Désert grimpé sur sa colonne. Donc à une dialectique du haut et du bas, de ce qui s'érige et de ce qui s'écroule, Tati substituerait un autre comique, où c'est le fait de se tenir debout qui est drôle, et le fait de vaciller, la démarche de Hulot, qui est humain. Alors, bon, je ne sais pas si c'est intéressant qu'on s'attarde sur cette idée de Danet. Bon, je pense qu'elle est exprimée ici de manière assez claire, mais moi, elle m'intéresse énormément, d'abord parce que je la trouve juste, mais enfin, d'une certaine manière, une idée sur un film n'a pas forcément besoin d'être absolument... Enfin, c'est mieux, mais on peut aussi avoir, et Danet, ça lui arrive, d'avoir des intuitions géniales qui ne se vérifient pas forcément à la vision des films. Là, je trouve que ça se vérifie. Moi, elle m'intéresse pour ça, mais aussi parce que c'est une idée que Danet va développer, en vérité, aussi sur d'autres films. Il y a une affiche d'un film qui est ressorti récemment là, et que je crois Jean-Paul programme, mais je ne sais plus exactement quand, qui est le film de Nanni Moretti, Palombella Rossa, qui est un film plus tardif de 1989. Et je vois que des gens, des gens acquiescent.
Je le prends pour moi, comme ça me fait plaisir. Et au moment où sort Palombella Rossa, en 1989, Danet prend des notes, hein, c'est un texte qui a été publié de manière posthume, des notes qui ont été publiées de manière posthume, où en fait il redéveloppe exactement ça. Hein. Palombella Rossa, ça se passe, quasi-intégralité de l'action se passe dans une piscine ou autour d'une piscine, enfin dans une piscine où se déroule où se dispute un match de water-polo et autour d'une piscine, et Danet part de l'idée que c'est quand même étrange, un film autour d'une piscine où personne ne tombe dans la piscine à des fins comiques. Et donc il retrouve cette idée de la comédie qui fait rire, pas à partir du ratage, présenté par lui comme étant a priori l'essence de la comédie, mais ce qui fait rire, c'est plutôt que les choses ne ratent plus. Bon. Et dans ces notes qui s'appellent Notes sur Palombella Rossa, avant que ce film ne devienne le cinéma à lui tout seul, parce que c'est un moment, ça fait partie de ces films qui, pour lui, pendant un temps, se mettent justement à résumer tout le cinéma. Donc dans ces notes, il fait la connexion explicite avec Playtime et avec The Party. Et ce sont des notes que vous retrouverez, si ça vous intéresse, dans un livre de posthume qui s'appelle L'exercice a été profitable, monsieur, qui est une réplique, bien connue de Moonfeed de Fritz Lang. Voilà. Et il se trouve que la comédie... Bon, moi, j'ai beaucoup écrit sur la comédie, je me suis pas mal intéressé à l'histoire de la comédie, et je pense que ce qu'il est en train de décrire là... Alors lui, il en fait une lecture, vous avez vu, il en fait une double ou triple lecture, il en fait plusieurs lectures, mais il en fait notamment une lecture politique. Hein. C'est-à-dire l'idée que dans le capitalisme, tout marche à condition que ça ne marche pas. Je ne pourrais pas vous l'expliciter mieux que ça, mais qu'au fond, plus ça dysfonctionne, mieux ça fonctionne. Bon. À l'intérieur de l'histoire de la comédie, moi je crois, mais je ne suis pas du tout le seul à avoir fait cette remarque, la preuve, lui le fait, même si lui ne le généralise pas, c'est vrai que... peut-être pas, je dirais pas forcément là autour de 67, mais enfin... Grosso modo, années 60, années 70, et puis ensuite avec les années 80, c'est vrai qu'on passe d'une comédie où et c'est extrêmement vrai d'ailleurs aujourd'hui, où ce qui fait rire, c'est plus c'est plus le ratage, mais c'est la réussite. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus exacerbé. Hein, les grands comiques d'aujourd'hui, alors même c'est un peu dit, bon. Je ne sais pas exactement où on en est, parce que j'ai un peu lâché l'affaire depuis un certain temps. Mais au moment où je m'y intéressais vraiment, les grands comiques de la comédie américaine, les Will Ferrell, les Ben Stiller, les autres comme ça, sont des gens qu'on voit tout le temps interpréter qui sont dans des positions de pouvoir, quoi. Hein, si je force un peu la note, c'est-à-dire que c'est vraiment la réussite qui est devenue l'objet de la comédie, alors que pendant longtemps, c'était le ratage. Bon, voilà une des choses par lesquelles je voulais commencer... Alors, c'est vraiment l'idée, je pense, centrale de quant à ce qui intéresse Danet chez Tati. Après, je peux vous lire d'autres choses, mais peut-être aussi tout simplement on peut discuter, parce que sinon ça va être un petit peu trop long. J'avais envie de vous lire. Je vais le faire, et puis voilà. Parce que je trouve que c'est sans doute une confrontation assez passionnante avec le texte. En 1967, le film sort le 16 décembre 67. Danet, à ce moment-là, commence à peine à écrire pour les cahiers du cinéma. Il a 23 ans. 23 ans, oui. Ça fait depuis 2-3 ans, plus sans doute, mais bon. En tout cas, moi, je sais, parce qu'on me les a confiés, qu'il tient des carnets. Il va en tenir toute sa vie, jusqu'au moment où il passe à l'ordinateur. Bon. Et il note des choses sur les films. Bon. Et là, il prend des notes. C'est assez rare d'ailleurs qu'elles soient aussi développées. J'espère que ça ne va pas être trop long de vous lire, ça fait moins d'une page quand même. Et donc il prend des notes sur ce film, Playtime, qui manifestement le frappe tout de suite, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Et à cette époque, quand même, on est en 67-68, il y a beaucoup de films qui sont toujours importants aujourd'hui qui sortent. Je ne sais pas, La Chinoise de Godard, Frontière chinoise de John Ford, qui va devenir un film très très important pour Danet plus tard. À cette époque-là, il ne prend pas de notes sur le film. Là, en tout cas, il a été... Tout à l'heure, il disait que Tati était à l'heure, donc en avance. Lui aussi a été à l'heure par rapport à sa perception de Tati. Donc il prend des notes sur ce film. Et il dit... Donc c'est une succession de tirets. Et c'est évidemment moins rédigé que ce que je viens de vous lire. C'est pas publié, hein, c'est des notes pour lui, quoi. Plus besoin de montage parallèle, ni même de 2 écrans, entre parenthèses, Warhol. Le film se passe en 5 ou 6 endroits de l'écran, et peut-être sur l'écran entier. Choisir ce qu'on veut voir, liberté,
liberté, entre parenthèses, et aussi personne ne voit exactement le même film. Deuxième tiret, constructeur, l'un des plus déments. Il a besoin de construire ex nihilo. Pourquoi ex nihilo? C'est qu'au départ, il y a tabula rasa. Un martien, non pas venu juger le monde, mais le voir, le démonter, le remonter. Il ne peut que construire, il ne peut qu'utiliser des éléments extérieurs, signes distinctifs, ce qu'on peut observer de l'extérieur. Nouveau tiret, de l'extérieur, on ne voit que l'extérieur, c'est-à-dire les signes particuliers et partant le folklore. Un cinéma qui ne s'attache qu'aux signes particuliers est bien dangereux. C'est souvent le pire cinéma, qualité française, etc. À Tati, il faut les différences. L'observateur venu d'ailleurs est toujours behavioriste. Nouveau tiret. Mais Tati ne saurait se contenter d'une vision à ras du sol, déprimante. L'orgueil de celui qui veut tout voir et tout différemment de haut. Si bien qu'à une certaine hauteur, les différences apparaissent. Voilà donc les deux principes contrariés. Nouveau tiret. La scène du repas. Moi, je pense que la scène du repas, c'est la scène du restaurant. Génial. Un art poétique, partir du vide, passer par l'uniformisation, finir par les différences. Bon, alors on pourrait, toutes ces réflexions là sur les différences, sur la manière dont le plan au cinéma est fait pour faire cohabiter les différences, ça c'est des choses qui l'obsèdent beaucoup dans ces années-là. Quand il prend des notes sur Preminger, même quand il écrit sur Preminger, il dit que Preminger a toujours utilisé le cadre pour faire coexister des différences. Enfin, on sent bien que c'est quelque chose qui l'occupe beaucoup à ce moment-là. Nouveau et dernier tiret. Tant de reconstitution pour aller où? Le film ne va nulle part. Prétexte futile, point d'arrivée futile. Ce qui compte, c'est de donner avec ses moyens énormes quelque chose qu'un film donne généralement illico, l'impression de vérité, de réalité, sans que cette impression serve à quelque chose d'autre, ce qui est le cas des autres films. C'est-à-dire que Tati est bien incapable de dire plus. Par contre, il pourrait filmer pendant des millénaires. Film qui n'arrive pas à finir, cinéma qui n'est que du cinéma, impression du documentaire, atteinte par son exact contraire, c'est-à-dire le comble de l'artifice. Bon, et alors je vais vous lire un autre truc, et là qui est très bref, et puis après on arrête les lectures, mais qui je trouve rime, et qui est beaucoup plus tardif, qui est de 86, qui est de quelques phrases, parce que ce sont des phrases dites que Danet dit à propos de Playtime dans une émission de radio, dans son émission, je vous disais, dont on a écouté des extraits la dernière fois, cette émission qui s'appelle Microfilm et qu'il anime de manière hebdomadaire entre le mois de septembre 85 et l'été 90. Là, c'est en décembre 86. C'est des années où il est obsédé par la télévision, comme tout le monde. Donc, il reçoit quelqu'un dont le nom peut-être vous dit quelque chose, qui s'appelle Raoul Sangla, quelqu'un qui travaille à la télévision. Il reçoit 2 émissions de suite et il parle un peu de tout ça, l'état du cinéma, la télévision. Et ça, ce qu'il va dire là va beaucoup avec ce qu'il disait sur l'histoire de la tabula rasa, on part ex nihilo, tout ça. Le cinéma en France, donc là on est en 86, on est 20 ans plus tard. Le cinéma en France, après la guerre, le cinéma en Europe, après la guerre, ne peut plus faire comme avant. Tati, le premier, fait des films comiques dont le sujet est on n'a pas fini de faire le décor, et déjà il y a une histoire dedans. Bon, ça c'est sûr que la scène du Royal Garden, on est obligé d'inventer les gens à faire de la figuration alors qu'on n'a pas fini de faire le décor. Playtime est gigantesque à ce niveau. La nouvelle vague ne fait que continuer. Bon, historiquement, c'est un peu bizarre parce que Playtime 67, la nouvelle vague, en tant que nouvelle vague, elle est déjà un peu... Enfin, en tant que nouvelle vague, quoi, arrivée à sa fin. Mais enfin, peu importe. On ne pouvait pas faire les ruines comme Roberto Rossellini. On a fait les chantiers comme Tati, déjà moins grandiose. Là, ça c'est assez grandiose, je trouve, ce qu'il dit. Alors toujours, c'est quelqu'un qui a une vision d'Année, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais peut-être, je ne trouve pas d'autre, c'est quelqu'un qui a une vision historique, et même on pourrait dire très historiciste du cinéma. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire, en 53 on pouvait filmer ça, et puis en 54 on ne pouvait plus le filmer, puis en 55 on pouvait filmer ça. Bon, moi je suis très influencé par ça, donc je ne suis pas très bien placé pour le déconstruire, si je puis dire, parce que c'est ma manière de voir les choses, mais que je tiens de lui. Donc c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire, voilà, à partir de tel moment,
telle chose devient filmable, et puis à un moment, telle chose devient plus filmable, et puis à un moment, le sujet du cinéma, ça va être la communication, et puis avec Rossellini, c'était les ruines, et puis là... Bon, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il, entre autres choses, je vous dis beaucoup de choses à la fois, dans ces années 80, il est très intéressé par et d'ailleurs, là, on est en 86, c'est-à-dire que c'est la fin... Enfin, en 86, c'est l'année qui est vraiment marquée par la... En tout cas, pour Danet, et pas seulement, je pense, par la sortie de Ginger et Fred. On ne l'a pas programmé, hein, Ginger et Fred, je crois. Et Ginger et Fred, c'est aussi ce film comme ça qui se... Enfin, dans une espèce de mélange de chantier et de ruines. Donc Danet n'arrête pas de se poser la question de... il n'arrête pas de dire, voilà, il y a des films qui, en gros, construisent le décor pour leur histoire, et puis, en fait, l'histoire du film, c'est comme l'histoire du décor, donc... voilà, bon, voilà, bon, je ne le dis pas très bien, mais l'histoire de ruines et de chantier, c'est là. Bon. Et puis on aura une autre chose à vous montrer, mais peut-être on peut discuter un petit peu en espérant que ce préambule n'a pas été trop lui-même un chantier ou une ruine, ou les deux. Mais je pense que j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est, comment dire, je pense très facile à comprendre, et en même temps que Danet, au fond, que personne... Enfin, pardon, qui est très facile à comprendre, mais qui est loin d'être la vision de tout le monde. C'est-à-dire vraiment une vision... Alors, je pense que historiciste est plus juste qu'évolutionniste. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui... Par exemple, quand Danet parle d'À bout de souffle de Godard, ce qu'il dit, c'est... Il dit, ah... Et là, j'y ai pensé, moi, j'y ai pensé en voyant Playtime, qui est 10 ans plus tard. Il dit, ah, Godard a été le premier à voir qu'à Paris, il y avait des portes vitrées. Voilà. C'est comme ça qu'il voit le cinéma, Danet. C'est-à-dire, bon, ben voilà, tout à coup, il y a un cinéaste qui voit un truc dans la réalité et qui le montre. Et puis le cinéaste qui arrivera ne serait-ce que 6 mois plus tard, bon, bah lui, son travail, ce sera de voir autre chose. Donc il y a vraiment l'idée d'une... que ce que lui va chercher dans un film, c'est avant tout la manière dont ce film témoigne, ou à la fois témoigne et fait voir quelque chose qui appartient à cette époque, mais qui... Au moment, parce que comme il est aussi obsédé par l'idée qu'on vient toujours trop tard, bon, bah, ça appartient déjà, mais en fait, le geste même par lequel on se rend compte que ça appartient à tel moment, bon, bah, après, on est déjà passé à autre chose, en fait, d'une certaine façon. Au moment où on comprend que c'est ça qui est important, bah, on se retourne et on s'aperçoit qu'il faut quelque chose... On a été pris de vitesse, quoi. Non, d'abord, j'ai vu le film pour la première fois. Ah. Bon, et franchement, je suis hyper étonné. Je suis hyper sensible à cette atmosphère, à ce film unique. Donc, je ne risque pas d'oublier de sitôt. Et vous connaissez un peu les autres films de Tati? Oui, je connais le personnage, son univers, mais pas plus que ça. Et pendant peut-être, je crois, au moins la première demi-heure, il n'y a aucune musique. On entend les bruits de l'aéroport. Il y a la musique du générique quand même qui est très, oui, très alors, présente. Du générique, mais elle est quasiment absente. Et après, elle est très présente. Et j'ai trouvé notamment la musique qui accompagnait le restaurant, les danseurs. J'ai trouvé ça étourdissant et magnifique. Et puis, vous parliez de gags. Alors, les gags, j'ai même pris des notes. Il fallait qu'il allait prendre des notes. Je me suis dit, il y en a tellement que je vais les oublier. Donc, j'ai pris des notes dans le noir pour essayer de m'en rappeler. Et il y a plein de gags qui sont extraordinaires, que je trouve d'une inventivité folle. Et un qui m'a particulièrement, moi, touché ou intéressé, en tout cas plu. Et je me suis même surpris à rire parfois, ce qui m'arrive jamais au cinéma. Voilà. Et j'aime pas les rires au cinéma. C'est Roland Barthes qui disait ça, qu'il était agacé par les rires autour de lui. Et moi, et là, je me suis fait surprendre. Et le gars qui m'a vraiment surpris, c'est quand le premier couple arrive au vestiaire, et la fille du vestiaire, qui est pas tout à fait prête, qui a pas sa veste, elle joue son rôle. Elle enlève le manteau de la cliente pendant que son collègue lui enfile sa veste. Donc c'est ce double mouvement qui est assez rapide et que j'ai trouvé magnifique. Voilà, tout simplement. Oui. Ce gag-là qui m'a... je ne sais pas si d'autres l'ont remarqué, mais heureusement que j'ai pris des notes, je vous disais. Donc... Juste avant, elle est en train de passer l'aspirateur. Oui, exactement. Ouais. Voilà, donc on est vraiment dans le truc que dit Danet, quoi. C'est-à-dire que le décor n'est pas fini, que déjà il faut tourner le film, disons. Mais je me demande même si la cliente ne l'aide pas, elle, un peu. J'ai cru surprendre un geste où même la cliente, c'est la cliente qui, peut-être pendant une seconde, ou alors j'ai halluciné ça, aide la responsable du vestiaire à mettre sa propre veste. Oui. Et alors, je sais qu'on dit souvent que expliquer un gag, c'est comme disséquer une grenouille. Une fois qu'on l'a disséquée, on comprend qu'elle peut plus marcher, quoi. Donc c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Mais vous avez une idée de pourquoi ce gag-ci vous a plus... ri ou fait rire ou plus que les autres? Je trouve complètement inédit,
complètement, autant peut-être quand il glisse avec son parapluie sur le carrelage, bon, c'est assez classique pour prendre un gag de chute de corps, mais celui-là, j'ai trouvé je sais pas si on peut dire d'une poésie, en tout cas, hein, très inventif, et moi, j'ai trouvé unique dans ma modeste histoire du cinéma, l'âge que j'ai. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de réplication en fait, du geste en série finalement qui va un peu avec tout ce décor qui... Alors en fait moi c'est marrant parce que je me disais en fait c'est quand même assez angoissant au départ cette ville et c'est hyper froid, y a des néons des fois là, quand il va dans le drugstore on a l'impression d'avoir... oui avec le truc qui éclaire les plats là, avec la lumière verte etc. Et c'est tout à fait étonnant en fait qu'il arrive à enchanter tout ça. Enfin, de toute façon c'est un peu ce que tu as dit. Mais ouais, je trouve ça très très étonnant en fait, cette espèce de... C'est presque à... Est-ce que c'est pas un peu à contre-courant quoi, d'un certain sentiment de l'époque où il y a quand même un peu une angoisse vis-à-vis de la modernité, même si il peut y avoir un enthousiasme aussi, mais globalement... Non, mais c'est vrai que bon, ça a déjà été un peu dit dans ce que j'ai lu, mais c'est vrai que très clairement, cette ouverture est à la fois catastrophique et tout à fait réussie. Donc elle est... Voilà. Alors, moi, ce gag m'a frappé aussi, puis j'ai entendu un peu manifestement, plusieurs personnes l'ont repéré. On ne peut pas les repérer tous, parce qu'il y en a énormément, et comme Daniel le dit, où il y en a parfois plusieurs au même moment, dans plusieurs coins de l'écran, donc on ne peut pas les... Mais je me demandais en regardant le film, je ne sais pas si ça vous a frappé, je vais prendre un tout petit détour. Le film est évidemment sur la modernité, bon, ben ça c'est sur le progrès technologique, bon ça c'est difficile de le nier. Et en même temps, il y a à intervalles réguliers une présence, mais une vraie présence de ce qu'on pourrait appeler la vieille France, quoi. Les ouvriers avec leurs salopettes, leurs clopes au bec et leurs casquettes, enfin une représentation qui sans doute à l'époque était déjà un peu datée, mais qui l'est évidemment beaucoup plus pour nous. Donc il n'y a pas que des représentants, disons, heureux, enfin, il n'y a pas que des représentants du progrès moderne. Hein, il y a plusieurs Frances qui cohabitent, plusieurs Frances qui n'ont pas l'air d'ailleurs de si mal cohabiter. Hein. Et je retourne au restaurant. Une des très grandes réussites, je trouve, de la scène de restaurant, c'est comme la manière dont il fait se cohabiter, cette fois, non pas peut-être des représentants de divers stades d'évolution de la France, si on peut dire, mais des classes sociales. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça qui est quand même assez extraordinaire chez Tati, c'est que... alors le dire comme ça va paraître très général, mais je dirais qu'il n'y a pas de mépris. Il y a du mépris ni pour la valtaille, disons, les serveurs et autres, ni pour les touristes ou les riches qui viennent là. Et on voit qu'il y en a des riches. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a toute une représentation, disons, de ce que pourrait être des notables qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Enfin, bon. Et je me dis que peut-être ce gag est une façon pour lui de nous dire, mais je n'imagine pas qu'il l'ait prémédité comme ça, mais qu'au fond, ces deux femmes qui n'appartiennent pas du tout au même monde, bon, elles partagent des gestes, malgré tout. Et donc, il ne s'agit pas de les opposer. Vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est peut-être ça auquel on est sensible. Voilà. Que l'opposition, elle existe, évidemment, la distinction, enfin, la différence, elle existe, mais qu'elle n'est pas... elle n'est pas dans le regard que Tati porte sur eux. Enfin, je trouve que c'est vraiment... ça, c'est très... je trouve que c'est très très fort ce qu'il arrive à faire avec il y a tellement de personnages dans ce film. Enfin, personnage n'est pas le mot exact, mais il y a tellement d'apparitions de gens qui pourraient être des repoussoirs et qui ne le sont jamais. Je pense à son copain, par exemple, celui chez qui il va finalement regarder la télé, là, dans cette scène assez grandiose. Bizarrement, chaque fois que je la vois, je la trouve assez ennuyeuse, mais tellement grandiose dans sa conception, hein, avec les écrans dans l'écran. Bon, ce type-là qui finit par enlever quasiment ses bretelles, avec la voisine de l'autre côté qui ne le voit pas, mais c'est comme si elle assistait à son striptease. Même lui apparaît pas du tout comme... Il n'y a pas de personnage négatif, voilà. Et il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de hiérarchie, ben, c'est aussi ce qu'il disait. Effectivement, il n'y a pas de haut et de bas. Peut-être que ce gag sert à nous dire ça.
De même qu'il y a, ça c'est extraordinaire, de même que chaque chose, évidemment, bon, ça c'est peut-être une des leçons de base de la comédie, chaque chose, va finir par servir à plusieurs usages. Hein, la poignée de porte, d'abord, elle va continuer à fonctionner sans la porte, et puis elle va finalement devenir, le temps d'un petit gag, mais elle va quand même devenir, donc on va encore une fois la passer à l'horizontale, si on peut dire, pour qu'elle devienne un truc pour recevoir le pourboire, quoi. Ça, c'est quand même... Donc c'est une vision du monde, au fond, effectivement, assez enchantée. En tout cas, dans ce film-ci. C'est peut-être pas le cas dans tous. Oui, en plus, ça se termine par un manège. Et ça se termine par un manège. Avec la musique. Et ça se termine par des moments d'enchantement pur, là, avec le truc, avec la vitre. Ouais. Bon, et puis il y a aussi d'ailleurs, à d'autres, ça me fait penser à ce qu'il fait à plusieurs reprises. Et là, c'est vraiment génial, je trouve. C'est les apparitions des grands monuments parisiens dans un reflet, et dans une espèce de reflet à chaque fois qui est fortuit, puisque c'est à chaque fois qu'on ouvre ou qu'on ferme une porte qu'apparaît de manière très brève la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe. Brève et absurde aussi, parce que... Oui, parce qu'on ne sait pas où on est dans Paris. Oui, ouais. Mais bon, voilà. Oui, moi je suis une fan de Tati, mais vraiment inconditionnelle. À chaque fois, je suis enchantée. Je l'adore, tout simplement. Je crois que j'ai vu tous ses films, sauf effectivement peut-être Parade. J'ai jamais réussi à accrocher. Et pourtant, Parade, c'est un film plus, c'est un film à sketch, quoi. Dans mon souvenir. Oui, et pourtant je l'ai parce que j'ai le coffret, donc. Mais j'ai jamais réussi à le regarder. Peut-être que maintenant je vais le regarder du coup. Et moi, ce que j'aime bien chez Tati, c'est que il nous met en évidence le monde, les choses dans lesquelles on vit et qu'on ne voit pas. Là, alors en particulier, effectivement, les vitres. Je parlais récemment à des amis. Moi, j'ai travaillé dans le quartier de Pigalle et j'ai aussi fait mai 68 à Jufféry, Chaptal. Bon. Et nous, on est habitués aux prostituées, aux travelots. Et ils ont disparu. Mais ils ont disparu. Maintenant, vous allez à Pigalle, ils sont plus là, quoi. Ils sont au Bois de Boulogne. Et je me dis, c'est vraiment très curieux parce que les choses disparaissent sans qu'on s'en aperçoive. Et ce que j'adore chez Tati, c'est qu'il nous montre ce qui apparaît, ce qui disparaît, mais pas forcément complètement d'ailleurs. Il y a toujours, dans ce film, il y a la charrette qui passe à un moment avec les cajots des halles. Bon. Et effectivement, il oppose jamais le monde ancien avec le monde moderne, mais en même temps, il montre, enfin voilà, tout ce qui arrive et tout ce qui disparaît. Mais ce monde moderne de ces années-là, on pourrait refaire le même film aujourd'hui, et ça viendrait le monde ancien. Et il serait quand même étonné, Tati, de voir aujourd'hui comment on vit, parce qu'il y a quand même un grand hiatus. Oui, bien sûr. Le film a presque 60 ans. Donc, oui, et puis même s'il y a ce fameux aspirateur avec des éclairages, maintenant on voit ça sur les aspirateurs. Là, c'est même pas un aspirateur, c'est un balai en plus. Oui. Sur les Dyson, les fameux Dyson. J'ai découvert ça, que ça existait. Les vendeurs vous expliquent que le Dyson, c'est comme quand on achète Apple, en fait. C'est-à-dire que la moitié du prix, c'est juste l'affichage de la marque. Oui, c'est ça, voilà. Et bon, on retrouve effectivement beaucoup de ce qu'on voit déjà dans Mon oncle, qui est un de mes films préférés de Tati. J'adore ce film. Par exemple, derrière le panneau... la personne qui essaye de donner des vols avec son tabouret, ça, on voit ça avec le poisson derrière. Je crois que c'est dans Mon oncle. Je me souviens plus. Oui, bon, enfin bref. Et alors moi, ce que j'aime aussi beaucoup chez Tati, c'est effectivement le bruit. Et là encore, on comprend assez bien les discussions, mais il y a beaucoup de films où on les comprend pas. On les comprend. Effectivement, j'ai revu là il y a quelques jours. En préparation de cette séance, j'ai revu Les Vacances de Monsieur Hulot, et dans Les Vacances de Monsieur Hulot, effectivement, les conversations, on les comprend moins. Oui. Là, il y a des moments de clarté. Et André Bazin, qui est, on peut dire, le prédécesseur de Serge Danès, si ça a un sens, qui a écrit des choses magnifiques sur Tati, notamment sur le son, disait que Tati, je crois que la formule qu'il utilisait, il disait que Tati avait détruit la netteté par la netteté. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un film normal,
pour que des bruits s'entendent bien, on les sélectionne, on ne fait pas entendre tout. Lui, il fait tout entendre, donc tout est parfaitement audible, mais effectivement, ça finit par produire de l'inaudible. Voilà. Oui, et en même temps, il nous montre bien que bien souvent, on parle uniquement pour faire du lien, et que ce qu'on dit, c'est pas forcément passionnant, quoi. Et enfin bon, je pourrais parler des heures parce que je l'adore. Non, mais moi, j'y reviens, je suis très sensible dans ce film, et encore une fois, je suis pas sûr que ce soit le cas dans tous. Je sais pas, mais en tout cas, dans ce film, il y a une cohabitation quand même pacifique d'une France d'avant, effectivement, la charrette, la vendeuse de fleurs, les ouvriers, et de cette France très moderne, les bureaux au début, tout ça, mais qui est une cohabitation, on sent pas, ça n'est pas une opposition du tout. Oui, moins que dans, effectivement, peut-être Jour de fête, et... Oui, dans Mon oncle, on sent plus l'opposition, effectivement. Dans Mon oncle, peut-être davantage, puisque mon oncle, justement, Jacques Tati, il représente la France d'avant, qui est quand même connotée de manière beaucoup plus positive que la fameuse Villa Arpels, dont on nous dit que tout communique, et qui est une sorte de maison presque autonome, bon, qui nous est quand même montré un peu comme un enfer, alors que là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas du tout le cas. C'est l'enfer dans la cuisine, parce que, enfin, dans le restaurant, bon, c'est pas fini, et que, bon, en même temps, c'est un enfer qui est très drôle, là. Oui, pour prolonger, je pensais en fait tu disais la présence en fait des gens de l'ancienne France, en tout cas voilà le côté béret, etc. Moi j'ai trouvé que ça faisait souvent un peu incongruité quand même dans le décor. Il y avait un côté un peu étrange, même si on voit qu'effectivement tout le monde collabore très bien, enfin ça fonctionne bien, mais ça fait quand même un peu étrange dans ce décor futuriste. Et notamment il y a un moment en fait qui est très drôle et très poétique, mais c'est quand c'est à l'aube en fait, quand on voit l'espèce de grande barre d'immeubles moderne et on entend le chant du coq en fait dessus, et c'est très étonnant. C'est assez drôle, mais c'est complètement incongru en fait, parce qu'il n'y a pas de coq, toute évidence, dans le coin. Et je trouve ça très drôle. Raison, mais ça produit aussi ça, je trouve. Mais encore une fois, je sais pas, ça fonctionne très bien. Mais je sais pas trop en fait sur cette non, mais moi rapport, non plus, mais fait, ce que tu disais, puisque c'est au petit matin aussi, je pense au moment, parce qu'il y a aussi un talent, si on peut dire, à éviter les gags ou à les réorienter, qui est le moment où deux clients du Royal Garden, évidemment un peu collet-monté, fourrure, tout ça, hein. Là pour nous, c'est ça qui représente la vieille France, on peut dire, parce que encore une fois, voilà, c'est une manière de paraître socialement qui a tout, enfin. Peut-être ça existe dans le restaurant où est allé déjeuner hier Nicolas Sarkozy pour se faire applaudir, mais enfin bon, je pense que c'est même plus la représentation moyenne de la richesse ou d'une certaine richesse, et il quitte le restaurant et il passe devant des ouvriers, et on sent que le type va envoyer le coup de pelle avec je sais pas quoi ce que c'est exactement. Du ciment encore humide, et que évidemment ça va faire un gag, mais que ce gag il aura aussi du sens, qu'en gros c'est bien aussi parfois que les riches se salissent. Et non, le type arrête son geste à temps parce qu'il a vu. Et ça, je suis assez... Voilà, il y a quand même un refus. Enfin, encore une fois, c'est bête à dire, mais parce que je dis que c'est bête parce que la vulgarité peut être passionnante. Moi, je me suis beaucoup tassé à Billy Wilder, qui est un cinéaste qui peut être assez vulgaire. Mais il n'y a pas de vulgarité du tout chez lui, quoi. Il n'y a pas du tout de vulgarité. Et ce moment-là, rien n'est sale, par exemple. Il n'y a pas de sale. Alors peut-être on pourrait presque lui en faire le reproche. Il n'y a pas de sale. Moi, j'avais halluciné, au sens propre, le fait que le serveur qui passe ses mains sur le poisson allait après se les mettre dans les cheveux pour se gominer. Ça, on verrait ça chez Wilder. Et quand ça s'est pas arrivé, je me suis dit, oui, il ferait pas ça, Tati, c'est pas son genre du tout. Dieu sait qu'il se passe des choses, plein de trucs, mais il n'y a pas de saleté du tout, quoi. Oui, même l'ivresse, en fait, elle donne pas des trucs non. Un peu glauques, parce que c'est je sais pas comment on appelle ça, le maître d'hôtel, qui finit avec le petit... la trace du goulot, là. Ouais. Donc c'est assez... Il alors, est pas ivre, en fait. Peut-être à la limite, peut-être justement ça serait une limite, j'en sais rien, mais c'est très frappant Oui, cette vision, effectivement, ça se termine par un manège. Alors peut-être que ce qui rassemble tout ça, et ce serait une banalité de plus que de le dire, c'est quand même quelque chose qui a trait à l'enfance, quoi. Voilà. Effectivement, ça se termine vraiment par un manège. Et
le manège est une solution, si on peut dire, parce que le manège est une vision mécanisée de la ville, mais une vision, par définition, quand même enchanteresse. Donc c'est comme s'il disait, ah bah regardez tout ça. Et puis à la fin, les lampadaires riment directement avec, c'est quoi la fleur qu'il offre? C'est du tilleul? Non. Du muguet. Pardon, merci. Oui. Donc il y a un truc comme ça, une vision quand même très... Et puis le nombre de fois où des éléments, disons, artificiels enfin, très souvent, ils confèrent à des éléments artificiels des qualités, disons, naturelles. Au début, dans cette scène assez extraordinaire du hall de l'aéroport, là, il y a le type qui a son étiquette qui lui bat, là, comme un petit animal ou un truc. Donc c'est très... Oui, c'est étonnant d'être capable, je trouve, d'une telle positivité, si je puis dire. Sans que ce soit, sans que ce soit un truc, disons, naïf, quoi. Oui, bonsoir. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous dites rien n'est sale dans les gags, c'est vrai, sauf que toute la saleté est concentrée sur un seul personnage. Lequel ? Le serveur qui reste dehors parce qu'il a le pantalon déchiré, la veste qui pend, on lui donne un nœud papillon qui a trempé dans la sauce. Enfin, c'est une horreur. En fait, tout le gag de la saleté, si j'ose dire, est concentré sur ce personnage. Et ça fait un gag assez amusant. Bon. Oui, mais est-ce que c'est vraiment de... Non, mais c'est difficile en plus de dire qu'est-ce qui est sale dans un film, sachant que ça se touche pas. Ouais. Et puis en plus, j'insiste, je considère pas que... Par exemple, je sais pas, beaucoup de gens disent le début, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est le début d'un des films de Billy Wilder qui se passe à Paris. Bon, bah, qu'est-ce qu'il filme au début? Il filme le passage des camions poubelles. Voilà, donc les gens, au petit matin, les camions poubelles qui nettoient la merde. Voilà, et les gens disaient, bah voilà, je crois que c'était Douchet qui avait écrit, je crois, sur la garçonnière, je sais plus quoi, pour dire, bah voilà, ça c'est vraiment la vision d'un type qui a vraiment le regard vraiment dans le caniveau, quoi. Bon, ok. Donc, et je ne considère pas que c'est pas en soi un défaut, ça dépend ce qu'on en fait. Mais là, il n'y a pas... Voilà, encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas cette... Sinon, j'avais une question. Non, en fait, bon, évidemment, les vitres ont une place complètement prépondérante dans le film, donc, qui a la double propriété de faire passer la lumière, donc on voit à travers, et d'arrêter le son. Donc, ça, je trouve que dans la mise en scène, c'est extraordinaire, à plusieurs reprises. Et effectivement, tout ce monde moderne commence à dérailler quand la porte est cassée, la porte d'entrée. Par la faute de Hulot. Oui, par la faute de Hulot. Ouais, évidemment, c'est lui qui, un peu comme... Parce qu'il retient trop. Oui, puis voilà, bon, ensuite. Et le deuxième point, c'est quand il essaye d'attraper l'orange et tout s'écroule, un peu comme Peter Sellers, effectivement, dans The Party. Et moi, j'ai une question, là, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, c'est... Les bris de vitres reviennent, alors ce qui fait un assez bon gag puisque ça remplace les glaçons dans le seau à champagne. Mais pendant le film, je me suis demandé, c'est assez bizarre, ils en sont encore à ramasser ces bouts de verre qui sont dans un coin, et ils les recyclent. Et voilà, je sais pas, j'ai trouvé le gag assez bon, mais j'arrive pas à le recoller au reste. Si vous voulez. Gag du recyclage ? Ouais. Ah oui, vous trouvez qu'il s'écoule un temps peut-être anormalement... Il ramasse le verre, il le met dans un carton, et effectivement, assez longtemps après, ça réapparaît. Parce qu'il répare la clim, et ensuite, il le met dans un seau à champagne. Et bon, vu la place, effectivement, des vitres dans le film, je me suis posé la question sans y répondre. Voilà. La première fois, vraiment... parce que je pense que, c'est vrai, moi, je trouve le gag magnifique. Une des premières fois, peut-être la première fois, que la vitre est utilisée à des fins comiques, c'est au début, lorsque le type qui est à la porte, qui est assez extraordinaire, là, et qu'un ouvrier veut lui demander du feu, d'ailleurs, je pense qu'en vérité, il n'y a pas de vitre, mais enfin, sur le tournage, mais enfin, l'autre lui dit de contourner, et qu'il va... Voilà. D'ailleurs, à de nombreuses reprises... c'est très, très, très intelligent ce qu'il fait, non seulement avec les vitres, mais l'angle qu'il choisit pour les filmer, c'est jamais totalement de face. Donc ça produit des effets qu'on pourrait presque appeler d'anamorphose. Enfin, je trouve que c'est très frappant dans la scène avec les appartements, là, avec son copain. Là. La manière dont on n'est jamais complètement... Je crois, on n'est jamais... Peut-être, ou alors on est rarement de manière complètement frontale, donc on glisse, enfin bon, bref. Non, alors
hormis le fait que, bon, il s'agit quand même toujours de dire qu'une même chose peut servir à... bon, voilà, qui est quand même, je dirais quand même une des... Moi, je dirais même presque une des définitions du cinéma. Enfin, c'est une des choses que je trouve très fascinantes au cinéma. D'ailleurs, Danet en parle aussi ailleurs. Ce qu'il appelle une sorte de fonctionnalisme, c'est-à-dire que peut-être que... Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. On voit souvent ça chez les cinéastes. Quand il y a un truc dans le plan, un objet, il faut en faire quelque chose. Et même quand on ne peut pas utiliser telle ou telle chose pour sa fonction première, bon, bah, alors on va le détourner de sa fonction parce que si c'est là, il faut bien que ça serve à quelque chose, quoi. Puisqu'on était sur les vitres, moi j'ai été frappé par les vitres des appartements, des 2 appartements de rez-de-chaussée, et des appartements aussi montrables, où on voit toute l'intimité de l'intérieur. Est-ce que c'est pas prémonitoire sur une société où tout se montre aujourd'hui? On fait des photos de tout et on expose son intimité. Je me demandais déjà s'il n'y avait pas, lui, une intuition, peut-être. Et puis, ce qui m'a aussi marqué, j'ai beaucoup aimé cette scène longue, c'est qu'on voit les voitures passer devant, avec le bruit des voitures en permanence. Et cette utilisation du bruit des voitures, je trouve ça aussi tout à fait étonnant. Ouais, mais le bruit des voitures est je pense que c'est quasi omniprésent, peut-être quasiment pendant toute la durée du film. Enfin, oui, mais là, en particulier, d'une manière très insistante, quoi. Voilà. La réflexion que je me faisais en voyant ce passage-là, qui est très connu, tout est connu dans le film, mais c'est que avec les 2 appartements là, au rez-de-chaussée, et puis dont les vitres sont comme des écrans de télé et qui ont à l'intérieur des télés. Bon. Et effectivement, je me disais la même chose que vous. Bon, c'est une évidence, pardon, mais que là, il a eu la préscience de quelque chose. Je me disais que c'était sans doute d'un point de vue, disons, théorique, le moment le plus fort du film, quoi. Mais je trouve pas que ce soit le plus excitant parce qu'il est presque trop. Mais effectivement, là, il y aurait un truc, c'est incroyable, cette idée que, comment dire, justement, c'est assez difficile à décrire parce que non seulement on n'a pas un appartement, mais on a 2 appartements. Donc on a accès à un appartement, mais on a aussi accès à 2 appartements, et ces 2 appartements ont accès l'un à l'autre par l'artifice de la télévision, puisque vous avez bien vu que chacun réagit à ce qu'il voit à la télévision comme s'il réagissait en vérité à ce qui se passe dans l'appartement voisin dont il ne voit rien. Donc on a d'un côté une transparence réelle, mais qui ne produit aucun effet, puisque chacun se comporte dans son appartement comme si on ne le voyait pas, on peut dire ça, Et de l'autre, on a l'inverse, puisque chacun se comporte dans son appartement comme s'il voyait le voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même une variation, effectivement, un peu, on peut dire, un peu époustouflante, si je puis dire, sur transparence et non-transparence. Parce qu'il y a aussi, il y a de la transparence qui est de la non-transparence et de la non-transparence qui est de la transparence. Voilà. Donc c'est très intéressant. Et puis, puisque au début de ses notes, la Danet dit plus besoin de montage parallèle, ni même de 2 écrans. C'est pas tout à fait juste, parce que là, justement, on a les 2 écrans. Et moi, ça m'intéresse parce que c'est ce qu'on appellera, ou ce qu'on appelle déjà à l'époque, je sais pas, le split screen. C'est un split screen, en fait. Mais souvent, vous voyez ce que c'est, le split screen? C'est quand l'écran est divisé en 2. Je sais pas, par exemple, on nous filme tous les 2, et au lieu de faire un contre-champ, dans le même écran, moi je suis à gauche et vous êtes à droite. Bon. Et très souvent, le split screen, je sais pas, il y a des cinéastes comme De Palma qui l'ont beaucoup utilisé. Très souvent, le split screen a été analysé comme étant, disons, un outil critique, c'est-à-dire une manière de dire au spectateur, regardez, c'est mieux d'avoir 2 points de vue sur une chose parce que, attention, il faut pas croire ce qu'on vous montre. Enfin, vous voyez, il faut être attentif à la manipulation. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que le film, c'est du 70 mm, donc c'est du cinémascope. Mais on peut dire tout simplement que le split screen, la division de l'écran en 2, il résulte d'une certaine façon d'une donnée technique beaucoup plus terre à terre, qui est que qu'est-ce que c'est qu'un écran cinémascope? C'est 2 fois un écran de télé, quoi, d'une certaine manière. C'est 2 télés de l'époque mis côte à côte, puisque les télés à l'époque n'étaient pas comme aujourd'hui, où toutes nos télés sont en écran large, quoi. Et j'aime bien cette idée aussi que tout simplement, parce qu'on sait que l'écran large, tous les cinéastes de la Terre ont dit du mal de l'écran large. Je pense qu'à un moment, pour des raisons techniques, parce que le cinéma suivait le progrès technique, lui aussi, ou lui d'abord, tous les cinéastes ont dû s'y mettre. Mais je ne connais aucun cinéaste, on connaît la phrase de Fritz Lang, le cinémascope, c'est bien pour les serpents et
et les enterrements, parce que pour les processions. Mais tous et donc ils ont tous, les cinéastes ont tous dû trouver des manières de contourner cette difficulté qu'ils avaient. Et là, l'idée de Tati, d'une certaine manière, c'est de dire le cinéma, c'est quoi maintenant? C'est 2 télés côte à côte. C'est quand même une idée assez, je trouve, assez passionnante. Ouais. Et ce moment, il est vraiment génial. Alors, comme je vois que vous regardez et que ça me fait plaisir, donc dans les carnets de Danet, alors moi je suis fasciné, donc on retrouverait, comme parfois on ironisait, on retrouverait une note où il dirait j'ai acheté 2 chewing-gums que je serais en train de me pâmer. Donc tout le monde peut-être ne partage pas ça. Mais au moment de la sortie de Playtime, il fait en fait assez souvent dans ses carnets, c'est quelqu'un qui dessinait assez bien. Alors là c'est pas un dessin, mais il s'intéresse beaucoup aux couleurs. Et il s'intéressait beaucoup aussi tout ce qui a trait à la calligraphie, à la papeterie, au choix des couleurs pour les crayons. Les stylos l'intéressaient beaucoup. Donc là, c'est une espèce de... C'est des notes, mais c'est des notes en couleur, sur un film qui est en couleur. Donc, je vais vous le lire, mais je pense que vous arrivez à le lire. Donc, Playtime Tati, les constructeurs, mais aussi les démiurges. Donc, c'est contemporain de la sortie du film. Je sais pas, je crois que je l'ai dit, mais donc Hitchcock et Bresson battus quant à la rigueur inutile. Folie et démence, je crois que dans ce que je vous ai lu, il y avait le mot dément déjà. On arrive au jaune citron, oui, ça c'est sûr, voilà. Donc en plus, il commente son propre, les couleurs qu'il utilise. Ce que la scène du restaurant est belle et longue et jouissive profondément. C'est la fin du montage parallèle, on y revient, sans utilité désormais, mais nul n'est sûr d'avoir vu le même film à cause des angles. Tati est un grand documentariste, des documentaires qui comptent des milliards, my foot, cette leçon sera donc inutilisable. Et ça, il n'a pas tort, parce qu'en effet, aucun film après Playtime ne sera fait dans le même esprit. Ce film ayant coûté, peut-être toi tu sais, moi je ne sais pas, enfin il a coûté milliards et il a été un échec cuisant. Donc c'est pas quelque chose que le cinéma français, la leçon ne va pas être profitable, si on peut dire. Mais qu'est-ce que... Alors là, c'est pas moi qui ai mis du café, mais c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il le sera, sans doute? Il a peut-être fait exprès, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il le sera dans ces conditions? On ne voit vraiment pas. Ce serait donc le rendement minimum. Ouais, et après, n'est-ce pas moderne? Et mon pied, il est moderne. Mon pied, très bien, ce rose. Bon, voilà, en plus, ça montre le côté un peu potache que Danet restera. Ce truc sur les couleurs que je trouve assez beau, qui ne nous dit pas... Je suis prêt à le reconnaître, des choses absolument fondamentales sur le film, mais enfin qui confirme quand même que ce film a été pour lui une date tout de suite. Et d'ailleurs, et ça on en reparlera, c'est aussi une toute petite manière de préparer à la séance prochaine, parce que la prochaine séance, ce sera donc Tristana de Louise Buñuel, qui est un film de 1971, et que j'ai choisi parce que... à la fin des années 70, les cahiers... vous savez sans doute que toute la première moitié des années 70, les cahiers du cinéma s'étaient beaucoup politisés, pour le dire rapidement, donc avaient été allés jusqu'à laisser un peu le cinéma de côté. En tout cas, une partie importante des sorties. Donc arrivé à la fin 70, au début des années 80, les rédacteurs importants de ce moment-là font leur liste des 10 meilleurs films des années 70, qui est aussi un peu une manière quand même de rattraper, de combler quelques lacunes. Et parmi les 10 films de Danet, plus lui il accompagne les autres le font aussi, Narboni, Skorecki, Toubiana, Le Perron et d'autres, j'ai oublié, Bonitzer, d'un texte, pour expliquer comment est-ce qu'il a conçu cette liste, sachant que évidemment la liste est une activité, est un exercice très important dans la cinéphilie. Dans les carnets de Danet, il y a des listes partout. C'est aussi bien les listes de ses voyages, alors ça c'est quand même ce qu'il préfère faire, il n'arrête pas de refaire les listes de ses voyages, mais c'est aussi des listes d'écrivains, des listes de villes, ça n'arrête pas, quoi. Ses dépenses, il n'arrête pas, il fait des listes. Et dans cette liste, donc, des 10 meilleurs films selon... d'ailleurs c'est pas... Ils ont appelé ça les films marquants de la décennie. Il a donc inclus Tristana, que nous verrons le mois prochain, et il a inclus aussi un film de Tati, pas Playtime, puisqu'il n'est pas de cette décennie 70, mais le suivant, qui est Trafic. Donc c'est quand même un cinéaste qui a été très, très important pour lui, comme il l'a été d'ailleurs pour les Cahiers du cinéma depuis le début, puisque je vous disais, André Bazin est quelqu'un, cofondateur des Cahiers, qui a beaucoup écrit sur Tati. Voilà. Et on apprécie, je ne sais pas si on apprécie,
Mais moi, je crois qu'on apprécie ici la calligraphie de Serge Danet, enfin la calligraphie. Comme on dit, son écriture, sa graphie, tout simplement, restons sobres. Mais lui utilise souvent le mot calligraphie. Il l'utilise d'ailleurs, il y a des cinéastes qui l'appellent calligraphe. C'est pas toujours facile à comprendre pourquoi. Mais enfin, c'est une qualité pour lui. Et à plusieurs reprises, il qualifie un cinéaste de calligraphe. Et à plusieurs reprises aussi, dans ses carnets, qui sont absolument fleuves, il y en a 70, il dit qu'il est très fier de sa calligraphie, dit-il. Alors, la calligraphie, il en a fait parce qu'il a fait un peu de chinois. Je pense qu'il fait partie il a commencé des études, à apprendre le chinois à la fac en début 68. Je pense au moment où c'était vraiment tout le début. Et il a fait de la calligraphie, effectivement, comme on fait quand on apprend à écrire en idéogramme. Et il dira plus tard que de faire de la calligraphie lui permettait de calmer ses nerfs. Et souvent, il lui est arrivé de dire que... Parce que dans ses carnets, il se plaint beaucoup de lui-même, quoi. Il se trouve nul, il trouve qu'il réussit rien, que vraiment tout va mal, que sa vie personnelle est un désastre, que comme critique de cinéma, il est vraiment au-dessous de tout. Bon, bref. Mais il dit qu'il a un talent, c'est la calligraphie, et que souvent, dit-il, dans les voyages, parce qu'il voyageait énormément, encore plus que sa réputation le dit, il écrivait tout le temps, et il dit que souvent, les gens admirent sa calligraphie. Voilà. Bon. Parce que, ça c'est une chose dont on n'a pas parlé, c'est presque hors sujet ce soir, mais parce que la grande affaire de Danet, évidemment, c'est l'écriture, mais c'est le rapport entre l'écriture et le cinéma, quoi. Voilà. C'est l'idée à laquelle il est très attaché et moi j'avoue qu'elle me parle, qu'il existe, je ne vais pas le développer là parce que je pense que c'est pas, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions, qu'il existe entre l'écriture, entre le fait d'écrire comme ça et le cinéma un rapport particulier, notamment dû au fait que le cinéma est un art, même si peut-être lui ne dirait pas art, peu importe, qu'en tout cas au cinéma, il y a déjà de l'écriture. Donc écrire est une activité particulière parce qu'on écrit sur quelque chose qui n'est pas à proprement parler et uniquement de l'écriture, mais dans lequel il y a de l'écriture. Alors il y a de l'écriture, par exemple chez Godard, où il y a des choses écrites, mais il y en a aussi dans Playtime, où il y a si on étend un peu le sens de l'écriture, où il y a des panneaux, il y a de la signalétique, il y a cette espèce de flèche là, des logos, exactement, voilà. Donc, c'est une des choses qui font de l'activité d'écriture critique sur le cinéma, qui en font quelque chose de particulier, c'est qu'on écrit sur quelque chose qui est déjà d'une certaine façon et en partie écrit. Bon, là, c'est vrai que ça pourrait presque se trouver dans un film de Godard, ce genre de truc, ce genre de tableau comme ça, là, voilà. Mais bon, ça nous emmène peut-être un peu loin de Tati. Il n'y a plus de questions. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. On te retrouve donc le 10 décembre pour Tristana. Ouais, le 10 décembre pour Tristana, qui est quand même... moi, je ne l'ai pas vu depuis une éternité. Donc, c'est avec Catherine Deneuve et Fernande Doré. Enfin, Fernande Doré dans tous les films de Buñuel à peu près. Mais ça vaut le coup. Merci beaucoup.